Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour clôturer la semaine des conférences avec la maladie de Parkinson. Donc je vais la présenter avec Julie Conan, Nora Zango, Yoann Jamais et moi-même Coralie Monin. Donc la maladie de Parkinson dont on va vous parler, c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente dans le monde, juste derrière Alzheimer qui vous a été présentée mardi matin. Cette pathologie, elle touche 170 000 personnes en France et plus de 8 millions dans le monde, sachant que ces nombres ont doublé au cours des 25 dernières années, notamment à cause du vieillissement global de la population. Donc les premiers symptômes visibles de la maladie de Parkinson, ils arrivent aux alentours de 58 ans, donc c'est une moyenne, ce qui veut dire que c'est une pathologie qui touche les adultes ou les personnes âgées en majorité. Et le seul fonctionnement connu pour l'instant de cette maladie, c'est la mort des neurones dopaminergiques. Donc dans cette conférence, ce qu'on doit savoir, c'est que la maladie de Parkinson, elle appartient à une grande famille appelée les syndromes parkinsoniens. Dans ces syndromes parkinsoniens, il y a tout d'abord les syndromes parkinsoniens dits atypiques, où là c'est un trouble neurodégénératif qui va présenter certaines caractéristiques de la maladie de Parkinson, mais lorsqu'on associe les symptômes cliniques du patient avec la réponse à la lévodopa, qui est un médicament qu'on présentera un peu plus tard, qui est utilisé pour traiter la maladie de Parkinson, on se rend compte que ça ne correspond pas à la maladie de Parkinson. Ensuite, il y a également les syndromes parkinsoniens symptomatiques. Donc là, il y aura les mêmes symptômes que la maladie de Parkinson, sauf que ça va être l'origine de la maladie qui va être différente. Ce syndrome apparaît souvent à la suite de la prise de médicaments. Et enfin, il y a le syndrome parkinsonien idiopathique, donc la fameuse maladie de Parkinson dont tout le monde parle, où là, il existe deux formes, la forme héréditaire qui apparaît avant 45 ans et où les origines sont génétiques, et la forme dite normale qui apparaît après 50 ans et où les origines sont principalement environnementales. Donc, durant cette conférence, on va tout d'abord vous présenter la maladie dans sa globalité, donc en passant par les physiopathologies, les causes et les symptômes. Puis on vous parlera des diagnostics et des traitements de cette maladie en mettant l'accent sur les nouvelles avancées des diagnostics et donc des traitements. Donc pour répondre à certaines questions que l'on a eues durant ce projet, nous avons fait appel à un neurologue, M. Desjardins, spécialisé dans les mouvements anormaux de la maladie de Parkinson, qui fait partie de l'unité Parkinson de la Fondation de Rothschild. Nous avons également contacté Elodie, une patiente qui a atteint la maladie de Parkinson maintenant depuis plus de 10 ans, afin de mieux comprendre comment elle vit avec la maladie et d'apprendre un peu plus sur comment elle gère la maladie. Donc passons maintenant à l'historique de la maladie de Parkinson, donc un petit retour dans le passé. Alors tout d'abord, en 1817, c'est M. James Parkinson qui publie un ouvrage, plutôt un essai, dans lequel il répertorie tous les symptômes de la pathologie et insiste sur le tremblement à l'effort, au repos. Quelques années plus tard, en 1874, Charcot, un neurologue français, préconise l'utilisation de l'atropine, une molécule anticholinergique, comme premier traitement symptomatique de la pathologie. Et quelques années plus tard, le processus lésionnel dans le locus niger, ou plus communément appelé substance noire, est découvert, c'est-à-dire que c'est dans cette structure-là qui est censée être colorée chez les individus sains, qui est décolorée chez les parkinsoniens. Enfin, en 1961, le rôle du neurotransmetteur dopamine est découvert par Arvid Carlson et Nils Hillarp. Donc c'est les neurones qui fabriquent cette substance qui dégénère. S'ensuit alors la découverte de l'effondrement du taux de dopamine dans le striatum. On découvre aussi les récepteurs dopaminergiques avec ainsi la notion d'agoniste et d'antagoniste. Et enfin, l'effet thérapeutique de la L-Dopa qui s'impose devant toutes les substances anticholinergiques. C'est un précurseur de la dopamine, mais malheureusement son effet s'épuise. En 1993, un nouveau traitement est découvert, l'électrostimulation. Néanmoins, c'est un traitement assez coûteux. Et enfin, depuis 2004, de nombreuses avancées thérapeutiques voient le jour, notamment avec la différenciation de cellules souches en cellules qui pourraient sécréter de la dopamine et les thérapies géniques. Je vais vous laisser maintenant mes collègues vous présenter les suivantes au cours de cette conférence. Donc, actuellement, les mécanismes de la maladie de Parkinson ne sont pas encore totalement élucidés. Mais ce qu'on sait, c'est que la concentration de dopamine sécrétée par les neurones dopaminergiques présents dans la substance noire est plus faible chez les personnes parkinsoniennes que chez les personnes saines. Cela, ça peut être causé par la présence en grande quantité des corps de Lewy dans les terminaisons synaptiques chez les patients parkinsoniens.
Donc ces corps de Lewis, c'est des agrégats de la protéine alpha-synucléine. Cette protéine, on peut la retrouver chez les patients sains et chez les patients malades, donc c'est une protéine physiologique, mais pour une raison que l'on ignore, chez les patients parkinsoniens, cette protéine va changer de conformation spatiale sans modifier sa composition chimique, ce qui va mener à ces agrégats et à la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Donc la présence de ces corps de Lewy va donc perturber les neurones, ce qui va les faire mourir et ce qui va induire les symptômes principalement moteurs de la maladie de Parkinson, puisque la dopamine est impliquée dans la régulation et des mouvements. Alors, comme les mécanismes, l'origine exacte de la maladie de Parkinson n'est pas clairement définie. Plusieurs facteurs peuvent être responsables de la maladie de Parkinson, c'est pour cela qu'on parle de syndrome Parkinson idiopathique. Donc, néanmoins, on peut tout de même vous présenter deux facteurs importants, à savoir les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Donc, les facteurs génétiques correspondent à des mutations qui peuvent entraîner une neurodégénérescence. Les principales mutations sont les suivantes. Nous avons le gène PARC1 qui, lui, est impliqué dans la synthèse de la protéine alpha-synucléine, comme vous venez de le voir. La protéine alpha-synucléine a un rôle important dans la maladie de Parkinson. Donc, lorsque ce gène est muté, les protéines alpha-synucléine ont du mal à se replier et donc ont du mal à s'assembler, ce qui peut endommager les neurones. Nous avons également le gène BPS13C qui, lui, intervient dans la protection des neurones. Il a été remarqué que lorsque ce gène est muté, on observe une augmentation de la vulnérabilité des mitochondries au stress, ce qui peut entraîner une neurodégénérescence. Nous avons également les gènes PINK1 et PARC2 qui, eux, interviennent dans le renouvellement normal des mitochondries. Lorsque ces gènes sont mutés, on observe une diminution du nombre de mitochondries dans les cellules. Les mitochondries sont des organismes indispensables à la survie des cellules, étant donné qu'ils permettent entre autres l'élimination des déchets, mais également la production d'énergie. Nous avons également les gènes LRRK2 et BPS35 qui, eux, codent pour de nombreuses protéines aux fonctions multiples dans les cellules. Comme vous l'aurez compris, lorsque ces gènes sont mutés, les protéines perdent leur fonction et donc cela amène à l'apoptose cellulaire ou la mort des neurones. À ce jour, 13 gènes ont été identifiés comme porteurs de mutations à l'origine de la maladie. La transmission de ces gènes peut être dominante. Dans ce cas, un enfant né de parents atteints de la maladie de Parkinson a 50% de risque de développer la maladie, étant donné qu'il est porteur des mutations génétiques. À présent, passons aux facteurs environnementaux. Donc, les facteurs environnementaux correspondent à l'exposition à des substances toxiques qui peuvent déclencher le syndrome de Parkinson. En industrie, l'exposition à des solvants organiques, mais également à des métaux lourds comme le plomb ou le mercure, peuvent amener au développement de la maladie. En agriculture, il a été prouvé que plusieurs herbicides et pesticides auraient une structure similaire à une neurotoxine nommée la MPTP, qui est connue pour déclencher la maladie de Parkinson. Actuellement, il y a également une polémique autour de l'utilisation du glyphosate, un herbicide qui aurait des propriétés cancérigènes et toxiques pour l'humain. Plusieurs études ont démontré qu'il serait à l'origine de la maladie de Parkinson chez les agriculteurs. Et donc récemment, en novembre, la Commission européenne a mis en place un vote afin de déterminer son autorisation ou son interdiction en agriculture. Et malheureusement, contre toute attente, de nombreux pays européens ont voté pour l'autorisation de cet herbicide. La France, quant à elle, s'est abstenue de voter. Elle ne stoppe pas complètement son utilisation en agriculture, elle essaie de diminuer, de réduire son utilisation. Je vais maintenant vous présenter les symptômes qui touchent les malades. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes apparaissent seulement lorsqu'on a 50 à 70% des neurones dopaminergiques qui sont détruits. Donc, ils apparaissent après une longue période qui peut durer plusieurs années, où les neurones vont petit à petit se dégénérer. Et la seconde chose à savoir, c'est que les symptômes moteurs, ils vont toucher une seule partie du corps. C'est une des grandes particularités de la maladie de Parkinson, c'est qu'ils sont unilatéraux. Donc, parmi ces symptômes, on a deux types. Donc, il y a les symptômes moteurs, où on retrouve les trois cardinaux qui vont servir aux neurologues, qui vont permettre aux neurologues de poser le diagnostic de la maladie de Parkinson. Donc parmi eux, il y a le tremblement au repos, il y a l'akinésie qui est une lenteur dans l'initialisation et la coordination des mouvements, il y a également l'hypertonie qui se traduit par une rigidité des mouvements. Et il y a également d'autres symptômes moteurs qui sont présents chez les Parkinsoniens, comme la bradykinésie qui est une perte d'amplitude des mouvements, qui peut par exemple se traduire par des difficultés d'écriture. Et il y a également, chez certains Parkinsoniens, un trouble de la parole qui apparaît. Il y a également les symptômes dits non moteurs. Donc je vais vous les présenter par ordre d'apparition, on va dire, de fréquence chez les Parkinsoniens. De manière générale, tous les Parkinsoniens présentent une fatigue extrême. Ils présentent également des troubles gastro-intestinaux et des troubles du sommeil qui peuvent donc expliquer la fatigue extrême. Il y a également, chez certains Parkinsoniens, des troubles cognitifs, émotionnels et urinaires. Et également, parfois, il peut y avoir une perte de l'odorat qui apparaît
un petit peu après le début des symptômes. Je vais maintenant vous présenter la partie diagnostic. Donc c'est souvent suite à l'apparition des symptômes moteurs que les patients vont être amenés à appeler un neurologue tout simplement pour poser un diagnostic. Donc ce diagnostic il a plusieurs étapes. Le premier ça va être un examen clinique qui est réalisé donc, par un neurologue. Donc il va tout d'abord réaliser ce qu'on appelle une anamnèse, donc il va venir retracer l'historique d'apparition des symptômes. Il va également s'entretenir avec le patient afin de pouvoir déterminer les symptômes non moteurs qui sont touchés, qui touchent le patient, comme par exemple une dépression, une fatigabilité extrême ou bien des troubles urinaires et gastro-intestinaux. Et il va également réaliser ce qu'on appelle les tests de coordination et d'écriture ainsi que de marche afin de pouvoir observer des troubles, des symptômes moteurs, comme par exemple une lenteur dans les mouvements, une posture courbée ou encore une démarche traînante. Afin de confirmer son diagnostic, il va venir réaliser le fameux test L-Dopa. Donc c'est le fameux médicament dont on vous parlait tout à l'heure, la levodopa, qui en fait est un précurseur de la dopamine. Ce médicament, donc le L-Dopa, contient également un inhibiteur de la dopa-décarboxylase, qui est l'enzyme qui va permettre la transformation de la levodopa en dopamine au niveau périphérique, c'est-à-dire qu'en dehors du cerveau. Donc par exemple, si, imaginons dans le L-Dopa, il n'y avait pas d'inhibiteur de la dopa-décarboxylase, la transformation se ferait au niveau périphérique et non dans le cerveau, et donc la dopamine serait uniquement au niveau des stomachs et il n'y aurait aucune dopamine dans le cerveau. Alors que là, grâce aux inhibiteurs de la dopa-décarboxylase, la transformation se fait uniquement dans le cerveau, et ce qui permet donc de réduire la dose administrée et donc les effets secondaires qui vont avec l'utilisation de la levodopa. Dans certains cas, le neurologue va être amené à réaliser des tests d'imagerie lorsqu'il a un doute. Donc ça va être l'observation de l'amélioration des symptômes qui va venir confirmer son diagnostic de la maladie de Parkinson. Si jamais on voit qu'il n'y a aucune amélioration des symptômes, le neurologue va plus être amené à se tourner vers des maladies qui présentent des caractéristiques similaires à la maladie de Parkinson, comme l'atrophie multisystématisée, la paralysie supranucléaire ou bien la démence accordée-Lewy. Donc comme je vous le disais, il peut également réaliser des tests d'imagerie afin de confirmer son diagnostic. Donc soit il va venir réaliser une imagerie par résonance magnétique, donc la fameuse IRM, ou bien une tomodensitométrie. Il va également venir réaliser une imagerie nucléaire. Donc l'imagerie nucléaire, c'est ce qu'on appelle dans le cas de la maladie de Parkinson le DAT scan. Le principe est simple, on va venir marquer de l'ioflupane, donc à l'iode 123, qu'on va venir injecter par voie intraveineuse dans le patient. Et donc cette l'ioflupane va venir se fixer sur les transporteurs de la dopamine qui sont situés au niveau des neurones présynaptiques, donc des neurones dopaminergiques. Et donc cette fixation, elle va être visible grâce justement à la fixation de l'iode 123. Et donc on va venir observer grâce à la machine d'imagerie ce type de résultat. Donc à droite, vous pouvez voir le cerveau d'une personne dite saine. Donc on peut voir déjà qu'il y a une densité assez importante de l'ioflupane, de fixation de l'ioflupane, ce qui peut traduire une forte densité des neurones dopaminergiques. Mais également, on peut voir qu'il y a une égalité des deux côtés du cerveau. Alors on peut voir qu'à gauche, déjà la densité des neurones, des transporteurs de la dopamine a diminué par rapport à une personne saine, mais également qu'il y a une inégalité des deux côtés du cerveau, ce qui est caractéristique des personnes parkinsoniennes qui sont touchées uniquement au niveau d'une seule partie du corps. Donc maintenant, je vais vous présenter les nouveaux avancées quant au diagnostic de cette pathologie. Alors, il est essentiel de définir des biomarqueurs afin de pouvoir diagnostiquer précocement la pathologie de Parkinson et donc éviter une trop grande dégradation du système nerveux dopaminergique des patients. Donc, en l'occurrence, il faudrait trouver des biomarqueurs durant la phase prodromique, phase qui correspond à laquelle, durant laquelle le patient n'a pas 50 à 70% de ses neurones dopaminergiques dégradés et n'a pas de symptômes comme dans la phase avancée. Donc, cette pathologie est aussi appelée synucléinopathie, tout simplement car le biomarqueur principal de cette dernière est l'alpha-synucléine, qu'on est capable de doser dans différents échantillons biologiques, dont le liquide céphalorachidien et le sang. J'évoquerai aussi l'apparition d'un nouveau biomarqueur depuis 2023, composé de différents métabolites. Donc, commençons par le dosage de cette protéine, donc l'alpha-synucléine, qui peut être dosée dans le sang à partir de plasma et d'anticorps reconnaissant spécifiquement l'alpha-synucléine et la méthode ELISA sandwich, une technique immunoenzymatique qui nous a permis donc de nous rendre compte que la quantité d'alpha-synucléine dans le plasma de contrôle et de patient était égale
donc qui ne permet pas de diagnostiquer le patient du contrôle. Cela est dû en fait au fait que dans le sang, cette alpha-synucléine est sécrétée par des globules rouges, donc érythrocytes et plaquettes, sous sa forme physiologique, qui n'est pas la forme caractéristique de la pathologie de Parkinson, puisque ce qui la caractérise, c'est sa forme pathologique avec des agrégats. Donc pour ce faire, on l'a dosé dans du liquide céphalorachidien, avec cette fois-ci des anticorps qui étaient spécifiques à sa forme pathologique, donc dans le liquide céphalorachidien, et là on a pu observer des différences. Néanmoins, c'est une technique qui est invasive puisqu'elle nécessite une ponction lombaire et qui ne permet pas non plus de diagnostiquer un patient, car pour ce faire, nous avons besoin de seuils pathologiques qui ne sont pas encore définis. Donc, c'est une technique plutôt utilisée en recherche. Les meilleures techniques restent donc les techniques d'imagerie. En voici d'ailleurs une, la tomographie par émission de positons, ou aussi appelée TEP, qui permet de diagnostiquer un patient d'un témoin avec une sensibilité et spécificité supérieure à 90%. Donc cette dernière fait intervenir un radiotraceur nommé la fluorodopa qui permet de caractériser la neurodégénération de la voie nigrostriée que je vous ai schématisée ici en rose. Donc c'est en fait tout simplement la voie dopaminergique qui relie notre substance noire au putamène et noyau codé, plus communément appelé l'ensemble striatum. Donc ici, j'ai mis à votre disposition deux imageries de TEP. Donc celle-ci correspond à celle d'un contrôle. Donc on observe des voies nigrostriées bien définies et pas dégradées, contrairement à une imagerie TEP d'un patient parkinsonien avec des voies qui ne sont pas clairement définies et clairement dégradées. Donc cette TEP peut être effectuée à l'aide d'un automate appelé topographe. Et parallèlement à ce que vous a dit ma camarade Coraline tout à l'heure, contrairement au DATSCAN, c'est une technique qui est plus efficace et plus facile à mettre en place. De plus, pour améliorer sa netteté, on peut aussi la combiner avec des IRM. Donc les radiotraceurs utilisés lors de ces TEP doivent répondre à certaines caractéristiques. Tout premièrement, des caractéristiques neuronales, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui doivent être administrées par voie intraveineuse. Elles doivent être capables de franchir la barrière hémato-encéphalique. Leur forme non liée doit être éliminée rapidement. On doit connaître parfaitement leur modèle pharmacocinétique et bien sûr, la molécule ne doit pas induire de toxicité pour le patient. Dans le cas de synucléinopathie, il doit répondre à des caractéristiques plus spécifiques, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se fixer, il doit se fixer uniquement aux formes pathologiques de notre alpha-synucléine et il ne doit pas se fixer aux autres pathologiques qui ont la même aux autres protéines pathologiques qui ont la même conformation en feuillet bêta que notre alpha-synucléine, et il doit permettre bien sûr un diagnostic différentiel entre la maladie de Parkinson et les différentes pathologies citées également par Coraline en début de conférence, qui sont par exemple l'atrophie multisystématisée et la démence à corps de Lévy. Néanmoins, il y a certains problèmes, notamment liés à l'organisation tridimensionnelle des agrégats de l'alpha-synucléine qui sont caractéristiques de pathologies distinctes, donc qui englobent les syndromes parkinsoniens et qui manquent de précision, ainsi que les mesures effectuées sur des petites structures donc comme la substance noire ou le noyau codé, qui ne facilitent pas l'identification d'un radiotraceur et qui favorisent des variabilités liées aux limites physiques des topographes, qui, je le rappelle, sont les automates qui permettent de réaliser ces TEP. Donc passons maintenant à un nouvel avancé diagnostic qui se concentre cette fois au niveau des vésicules extracellulaires libérées par les neurones. Donc ce sont des vésicules qui ont trois rôles. Un rôle de communication, de présentation d'antigènes et de transporteur des protéines neuropathologiques, donc notamment ici ce qui nous intéresse, notre alpha-synucléine pathologique. Donc elle est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière très sélective et qui a pour but de protéger notre cerveau des différents métabolites et hormones qui circulent dans notre circulation sanguine. Donc ici, on va donc pouvoir la doser dans le sang. Donc c'est ce qu'une équipe scientifique a cherché à faire, à comparer la quantité d'alpha-synucléine pathologique dérivée des vésicules extracellulaires de sérum patient et de sérum contrôle. Cette étude nous a permis de mettre en avant une différence non négligeable d'alpha-synucléine pathologique dérivée de ces vésicules pour les sujets atteints de la maladie de Parkinson, des contrôles. Donc on a pu quantifier ces protéines à l'aide de la technique d'un Western blot natif. Donc graphiquement ici, il représentait la quantité
de protéines mal repliées, ici pour les parkinsoniens et ici pour les contrôles. Donc ça nous a permis de différencier la maladie de l'état non pathologique et ainsi de déterminer ces vésicules extracellulaires comme un potentiel biomarqueur dans des échantillons de sérum sanguin. Passons maintenant aux dernières avancées diagnostiques que je vais vous proposer. Donc ça correspond en fait à une étude à partir d'un métabolome. Mais qu'est-ce qu'un métabolome? Eh bien c'est l'ensemble des métabolites retrouvés dans un échantillon biologique. Donc à l'heure actuelle, on sait que le métabolome des patients donc dans la phase avancée, c'est-à-dire où plus de 50 à 70% des neurones dopaminergiques sont dégradés et où il y a de lourds symptômes, change. C'est-à-dire que par rapport à un individu sain, la composition n'est pas la même. On s'est donc demandé si on pouvait retrouver ces mêmes caractéristiques durant la phase prodromique afin de pouvoir identifier un marqueur précoce de la pathologie. On s'est rendu compte que c'était le cas pour 3 modèles animaux parkinsoniens, autant dans des échantillons cérébraux que sanguins. C'est pourquoi une étude transversale des données concernant 3 modèles animaux ainsi que des échantillons humains, donc représentant la phase précoce et plus tardive de la maladie de Parkinson, analysée par résonance magnétique nucléaire, nous a permis d'identifier un biomarqueur composé de plusieurs métabolites qui nous permettait de d'identifier un patient malade comparé à un contrôle avec une précision de 82,6%. Donc néanmoins, on est face à un problème, c'est que pour valider cette approche, il faudrait que nous ayons plus d'échantillons de patients dont la maladie était actuellement silencieuse, mais qui sont diagnostiqués plus tard. Donc en fait, ce qui correspond à la phase prodromique, où il n'y a pas de symptômes, où donc la maladie est silencieuse. Mais est-il possible réellement en fait d'obtenir de tels échantillons, puisque finalement, vous comme moi, on ne sait pas si on a actuellement la maladie de Parkinson, mais on ne va pas aller effectuer du prélèvement. Donc c'est la question que je me suis posée et que j'ai décidé de poser à Monsieur Desjardins. Donc je vous laisse écouter sa réponse. La seule indication à faire de ce qu'on appelle du conseil génétique, c'est-à-dire aller regarder dans les apparentés, que ce soit les enfants, les frères et sœurs, les parents, une anomalie génétique, c'est une maladie de Parkinson qui a une cause génétique vraiment identifiée. Mais en tout cas, quelqu'un qui a une maladie de Parkinson classique qui apparaît après 50 ans, non, il n'y a aucune raison que ses enfants ou ses descendants aient un risque accru de maladie de Parkinson. Donc globalement, le seul moment où on pourrait effectuer des prélèvements en supposant que la personne aura plus tard une pathologie de Parkinson, c'est uniquement quand la Parkinson a une cause génétique. Donc en supposant qu'on prélève des enfants, des gens qui sont parkinsoniens et qui ont une maladie donc, de Parkinson génétique. Donc, l'analyse par résonance magnétique nucléaire est un test rapide et peu onéreux. C'est pourquoi si ce biomarqueur venait à être validé, nous pourrions l'utiliser en pratique clinique de routine et donc grandement faciliter le diagnostic de la pathologie de Parkinson. De plus, durant cette étude, une utilisation plus élevée par les patients et animaux malades du pyruvate a été constatée. C'est pourquoi actuellement des recherches sont en cours sur les mécanismes enzymatiques en amont et en aval du métabolisme de ce composé. Actuellement, nous allons passer aux méthodes thérapeutiques utilisées pour la maladie de Parkinson. Donc, actuellement, les traitements médicamenteux sont les principaux traitements utilisés pour compenser le déficit en dopamine dans le cerveau, mais également pour réduire les symptômes moteurs. Le choix et l'efficacité des traitements va dépendre de plusieurs facteurs, à savoir l'âge du patient, mais également l'évolution de la maladie. Donc chaque patient va avoir un traitement individualisé. Tout de même, on peut présenter la levodopa et la L-dopa comme le traitement principalement administré chez les Parkinsoniens, en raison du fait qu'elle diminue considérablement les dyskinésies ou les mouvements involontaires. Néanmoins, au cours de l'évolution de la maladie, on constate que le traitement devient de moins en moins efficace. En effet, au début, pendant 6 ans, le traitement va être efficace. On dit que les personnes sont dans une phase qu'on nomme la période de lune de miel. Et une fois que cette période passe, eh bien les patients vont fluctuer entre des périodes on
et des périodes off. Donc les périodes on se caractérisent par l'efficacité du traitement, donc ça correspond à la phase thérapeutique. Les patients vont être dans une période de bien-être, tandis que les périodes off correspondent à la réapparition de symptômes moteurs, c'est-à-dire soit des blocages ou soit des mouvements involontaires. Ces périodes off sont liées à plusieurs facteurs. On peut citer la diminution de la concentration d'enzymes de conversion, qui permet de transformer la lévodopa en dopamine, mais on peut également citer l'hypersensibilité des récepteurs dopaminergiques à la dopamine. D'autre part, il a été observé qu'au cours de la maladie, plusieurs effets indésirables peuvent se manifester, comme les troubles du comportement et les troubles digestifs. Donc pour pallier à cela, les médecins vont proposer d'autres traitements médicamenteux, à savoir les agonistes dopaminergiques, qui vont permettre de mimer l'action de la dopamine au niveau des récepteurs dopaminergiques. Ils peuvent également prescrire des inhibiteurs des enzymes de dégradation de la dopamine afin de garder une concentration élevée de dopamine dans la substance grise. Ils peuvent également prescrire des antiparkinsoniens malgré leurs effets indésirables afin de bloquer l'acétylcholine au niveau du cerveau, qui est un neurotransmetteur qui a des effets opposés à la dopamine. Donc il existe plusieurs types d'administration pour ces traitements. On peut citer la voie orale avec l'utilisation de comprimés. On peut avoir recours à des injections par l'utilisation de pompes, mais on peut également utiliser des patchs, notamment pour les agonistes dopaminergiques. Donc maintenant, je vais vous parler de la stimulation cérébrale profonde, qui est un traitement utilisé dans nombreuses pathologies liées au tremblement. Donc les avantages de cette stimulation, qu'on va nommer SCP, c'est qu'elle est continue, réversible et adaptable du fait de la possibilité de faire varier l'endroit de stimulation et la fréquence et l'intensité de la stimulation en fonction des symptômes et du profil du patient. Donc cette stimulation, cependant, elle peut être utilisée qu'en cas de persistance des symptômes invalidants malgré une pharmacothérapie optimisée. C'est-à-dire que si tous les traitements médicamenteux que vient de présenter ma collègue ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus, alors on pourra peut-être opter pour la SCP. Et je dis bien peut-être, car dans tous les cas, seuls 5 à 10% des patients parkinsoniens pourront être éligibles à la SCP, car il y a de nombreuses indications et contre-indications. Par exemple, en indication, il faut que le patient ait une excellente dopasensibilité, et en contre-indication, il ne faut pas que le patient ait de démence ou de troubles psychiatriques. Donc cette stimulation, elle peut avoir plusieurs cibles en fonction des symptômes. Mais la cible majoritairement utilisée, c'est le noyau sous-thalamique ou NST. Cette cible, elle permet de diminuer les dyskinésies et donc de réduire de 50% les doses de dopamine médicamenteuse. Cependant, c'est l'intervention la plus délicate car la zone est très petite et elle va donc nécessiter un suivi post-opératoire rapproché puisque cette zone peut également être associée à des effets secondaires si l'opération se déroule mal. La deuxième zone de stimulation que je vais présenter, c'est le globus pallidus internus ou GPI. Cette cible, elle va permettre de diminuer les symptômes moteurs, mais elle ne va pas permettre de diminuer la dose de dopamine et les effets secondaires qui en découlent. Cette cible, cependant, elle est rarement associée à des effets secondaires et elle va donc pouvoir être associée à un suivi post-opératoire réduit. La troisième zone, c'est le noyau ventral intermédiaire ou VIM. Cette zone, elle va permettre de diminuer uniquement le tremblement, mais elle est bien tolérée étant donné que c'est une zone très large, et donc elle pourrait être adoptée chez les patients âgés qui possèdent uniquement les tremblements comme troubles invalidants. Donc globalement, la stimulation cérébrale profonde, elle permet de diminuer de 80% les tremblements au repos et de 50% l'akinésie et l'hypertonie. Elle permet également de corriger d'autres symptômes tels que les troubles du sommeil, mais elle ne permet pas de freiner la neurodégénérescence et donc la qualité de vie du patient va finalement finir par diminuer avec par exemple l'apparition de chutes quotidiennes. Donc il y a des avantages et des inconvénients à ce traitement. On va laisser Elodie maintenant vous faire son témoignage de comment s'est passée son opération pour la stimulation cérébrale profonde et quel est l'impact que ça a eu sur sa vie. Exactement. C'était super. Franchement, c'est une grosse opération, ça dure 9 heures. On était comme un 9 heures au bloc. Et puis, ouais, c'est une expérience très particulière hein, parce que 2 fois, il te réveille en fait. Tu es réveillé 2 fois pendant l'opération. Donc, on te réveille, tu es dans le bloc opératoire. Quoi. C'est incroyable. Puis, on te fait faire des tests et puis là, d'un coup, tu vois que tu trembles plus. Quoi.
alors c'est pareil, tu reviens. Ah, c'est trop bizarre, quoi. Tu reviens, tu es au milieu de tous les chirurgiens, tout le monde est là, tu as quelque chose au-dessus de la tête, tu peux même pas être touché. C'est très très bizarre. Et du coup, moi, ça s'est super bien passé, quoi. Franchement, j'ai eu de la chance, l'opération a fonctionné. Et puis après, en fait, c'est une opération qui est très très longue, mais c'est vraiment quelque chose, tu vois, c'est hyper précis. Donc maintenant qu'on vous a présenté les traitements déjà utilisés pour les patients parkinsoniens, donc qui sont déjà sur le marché, on va passer aux nouvelles avancées dans les méthodes de traitement, donc actuellement en recherche. On va commencer par les immunothérapies actives et passives. Le principe de l'immunothérapie active, c'est d'administrer des antigènes chez le patient, ce qui va stimuler la production d'anticorps spécifiques par le système immunitaire. Cette immunisation, elle n'est pas sans risque car elle peut entraîner des phénomènes inflammatoires cérébraux et des phénomènes auto-immuns. En 2022, les résultats d'une étude sur l'immunothérapie active spécifique contre l'alpha-synucléine utilisant comme vaccin actif un peptide de 800 acides aminés nommé PD01A a été publié. Et donc ce peptide, il sert à imiter la partie C-terminale de la protéine alpha-synucléine qu'on peut voir en rouge. Et donc cette imitation, elle va permettre de simuler la présence d'antigènes alpha-synucléine anormaux, ce qui va stimuler la production d'anticorps anti-alpha-synucléine. Donc cette étude, elle a eu des résultats très positifs, puisqu'on a pu observer par exemple une diminution des formes toxiques fibrillaires et oligomères de l'alpha-synucléine, et donc une diminution des agrégats alpha-synucléine dans le cerveau. On a également pu observer une diminution de la propagation de l'alpha-synucléine et donc une réduction de la neurodégénérescence, qui est un objectif que les chercheurs souhaitent atteindre à tout prix pour la maladie de Parkinson. Donc ces résultats très positifs ont encouragé à poursuivre cette étude en phase 2, et il faudra donc rester attentif quand les résultats sortiront. Maintenant, l'immunothérapie passive, c'est globalement le même principe, à la différence près qu'au lieu d'administrer un antigène qui va stimuler la production d'anticorps, on va directement administrer l'anticorps anti-alpha-synucléine, et donc on va gagner un peu de temps sur la réaction du corps. Et les résultats finaux seront sensiblement similaires. Donc, je vais maintenant passer à vous présenter une autre avancée dans les thérapies, qui est la thérapie cellulaire. Donc, comme vous l'avez compris, la maladie de Parkinson, elle est causée par une perte de neurones dopaminergiques. Donc, les chercheurs ils se sont dit qu'il fallait tout simplement supplémenter cette perte de neurones dopaminergiques en leur apportant des nouveaux neurones qui sont sains, qui sont en bonne forme. Et donc, pour cela, en 2017, ils ont fait des tests sur des singes parkinsoniens. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis de cellules adultes qui sont différenciées et ils les ont reprogrammées génétiquement à l'aide de facteurs de transcription. Ils ont obtenu des cellules souches. Et ensuite, ils ont ajouté durant la culture des facteurs de croissance et de différenciation qui ont fait qu'ils ont obtenu des neurones dopaminergiques qui étaient sains. Et ils les ont greffés à ces singes parkinsoniens et étonnamment, ils ont vu une amélioration des symptômes. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'il fallait maintenant tester ça sur l'homme, sur des cellules humaines. Donc, c'est là qu'est apparue l'étude Transeuro qui a été faite entre 2019 et 2023. Qui en fait s'est basé sur des cellules fétales obtenues à partir de fœtus issus d'avortement, et ils ont obtenu les mêmes résultats qui étaient très encourageants car il y a eu une amélioration des symptômes, sauf qu'un problème est apparu qui était un problème d'éthique étant donné que ces cellules sont issues de fœtus issus d'avortement. Donc, la thérapie génique se présente également comme une autre avancée thérapeutique actuellement. Donc, elle consiste à implanter des gènes qui expriment des enzymes indispensables à la biosynthèse de la dopamine au niveau de la région du cerveau impliquée dans la motricité. Donc, en 2019, une étude propose d'injecter par IRM intraopératoire un virus inactif au niveau de la région du cerveau qui se nomme le putamen, impliqué dans la motricité, à l'aide d'un cathéter. Pour réaliser cette étude, les chercheurs se sont basés sur 3 grandes étapes, à savoir la préparation du vecteur. Donc, ils ont utilisé un virus inactif qui concentre plutôt les gènes des 3 enzymes indispensables à la biosynthèse de la dopamine. Par la suite, ce virus inactif va être injecté au niveau de la région du putamen du cerveau impliquée dans la motricité, afin d'obtenir la production de dopamine. Donc, les gènes incorporés dans les cellules vont permettre de reprogrammer les cellules afin d'améliorer la synthèse et la sécrétion de la dopamine dans le milieu extracellulaire. Les résultats de cette étude se sont avérés très positifs. Le suivi sur le long terme des patients a mis en avant l'innocuité, la tolérance et l'efficacité thérapeutique du vecteur. Plus
plus la dose du vecteur était forte, plus les résultats étaient très significatifs. Ainsi, il a été observé chez tous les patients une amélioration du comportement moteur. Tous les patients ont pu réduire considérablement leur dose de levodopa. On a pu observer également que leur durée de la période on a augmenté et que les symptômes moteurs durant la période off se sont réduits. Néanmoins, il y a eu quand même des effets négatifs qui se sont montrés, à savoir le développement de caractéristiques non motrices. Pour quasi l'ensemble des patients, il y a eu des changements cognitifs et des états dépressifs qui se sont montrés. Donc c'est pourquoi une phase 2 est en cours actuellement pour améliorer l'efficacité de ce traitement. Donc maintenant, je vais vous parler des antidiabétiques dans le cadre pour traiter la maladie de Parkinson et surtout la lixisénatide. Donc à la base, les antidiabétiques, ce sont des agonistes au récepteur GLP-1 qui permettent de réguler la glycémie et c'est pour ça qu'on les utilise pour traiter le diabète. Le programme ILCT, ou International Linked Clinical Trials, qui permet d'utiliser les molécules déjà validées cliniquement pour essayer de leur trouver de nouveaux bénéfices sur de nouvelles maladies. Donc ce programme, il a priorisé l'étude des antidiabétiques pour la maladie de Parkinson du fait de leur supposé rôle neuroprotecteur et neurotrophique et neurorestaurateur. Donc grâce au programme ILCT, l'étude Lixipark a été ouverte donc, pendant 1 an, elle s'est terminée en avril 2023. Elle s'est déroulée sur 156 patients et c'était une étude de phase 2, c'est-à-dire qu'elle servait à confirmer les bénéfices de la lixisénatide qui avaient déjà été remarqués en étude de phase 1. Donc les résultats de cette étude, les résultats préliminaires, se sont avérés très positifs. En effet, on a pu observer une diminution des symptômes moteurs chez les patients qui utilisaient le lixisénatide contre une augmentation de ces mêmes symptômes chez les patients qui utilisaient le placebo. Donc l'analyse complète de ces résultats sortira dans les prochaines semaines ou les prochains mois, début 2024. Il faudra donc rester attentif. Donc, à présent, nous allons passer à la neuroprothèse qui se présente comme une innovation thérapeutique très intéressante car elle permet d'atténuer les symptômes moteurs. Donc, le principe de la neuroprothèse, c'est de stimuler les cellules nerveuses de la moelle épinière impliquées dans le contrôle des mouvements des jambes par l'utilisation d'électrodes. Cette stratégie thérapeutique est réservée principalement aux Parkinsoniens qui souffrent de phénomènes de freezing, c'est-à-dire du trouble moteur de la motricité. Et donc cette stratégie thérapeutique est composée d'un champ électrode qui est implanté au niveau de la région de la moelle épinière qui contrôle le mouvement des jambes et d'un générateur d'impulsion électrique qui est placé au niveau de l'abdomen du patient. C'est en 2022 que cette stratégie thérapeutique a été testée pour la première fois chez un Parkinsonien et après une rééducation avec la neuroprothèse, il a pu retrouver une marche assez fluide et assez normale. Alors cette innovation thérapeutique propose une nouvelle perspective pour l'ensemble des personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson qui ont de graves symptômes moteurs. Néanmoins, elle a prouvé son efficacité que chez une seule personne. C'est pourquoi cette année, les chercheurs ont mis en place un essai clinique avec 6 nouveaux patients afin de confirmer son efficacité. Donc les résultats sont attendus pour 2028. Et donc aussi, durant cette étude, ils vont essayer d'améliorer l'implant pour son déploiement à grande échelle. Nous avons également le Progénir à vous présenter, qui se présente comme un projet très intéressant. Alors il faut savoir que maintenant, ça fait plusieurs années que les chercheurs ils envisagent d'utiliser la lumière proche infrarouge au niveau des troubles neurologiques, étant donné qu'elle présente des bienfaits au niveau cellulaire. Par exemple, il a été démontré que la lumière proche infrarouge peut déclencher des voies de signalisation impliquées dans le mécanisme réparateur et cellulaire des cellules. Donc le Progénir consiste à traiter la maladie Parkinson par photobiomodulation. La substance grise du cerveau va être éliminée par la lumière proche infrarouge afin de réduire la destruction des neurones dopaminergiques mourants et donc de ralentir la maladie Parkinson. Ce traitement est composé d'un dispositif qui est le suivant. Donc nous avons une batterie qui va être implantée au niveau de la clavicule du patient, qui va être reliée à un module optique qui va permettre de convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse. Ce module optique va être relié à une fibre optique qui va être implantée au niveau de la région du cerveau où les neurones dopaminergiques sont mourants. Et donc, le mécanisme d'action de la lumière proche infrarouge
n'est pas clairement connue. Tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle a plusieurs bienfaits, notamment la stimulation de la production d'ATP au niveau des mitochondries. Elle va permettre de stimuler un complexe de la chaîne respiratoire qui se nomme le cytochrome C, et cela va permettre de maintenir les cellules en vie. Donc actuellement, il y a des études en cours qui vont permettre d'évaluer la faisabilité et l'efficacité de ce traitement. Les résultats sont attendus pour 2028, et il y a des premiers résultats qui montrent des signes encourageants sur l'évolution de la maladie. Donc, il y a également d'autres traitements actuellement en cours qui se reposent sur des pompes à dopamine. Ils vont simplement se différencier par le mode d'administration. On peut citer par exemple le Project-Drive, la pompe sous-cutanée et la biodothérapie. Donc le Project-Drive consiste à implanter une pompe à dopamine au niveau de l'abdomen. La pompe sous-cutanée, elle va permettre d'implanter plutôt la pompe au niveau du bras. Et donc, pour mieux comprendre le principe de la pompe sous-cutanée et les limites de ce traitement, nous avons posé quelques questions à M. Desjardins et voici sa réponse. C'est un traitement qui nous permet en fait d'avoir une stimulation en dopamine continue, parce qu'on apporte de la dopamine de façon continue, toute la journée, voire même la nuit. Et on sait que le traitement, il intervient, en tout cas il vient en plus des traitements qu'on prend par la bouche, et c'est un traitement où on essaye de diminuer les traitements qu'on prend par la bouche, mais parfois on n'y arrive pas tout le temps. Et là, la pomorphine, ça a des effets secondaires. Et ça a des effets secondaires qui peuvent être dérangeants. Les principaux, c'est la nausée, l'envie de vomir, parfois les vomissements. Le deuxième, c'est que c'est à des doses assez élevées, ça peut provoquer des hallucinations. Et le troisième, c'est que mettre un petit cathéter en sous-cutané avec un produit, parfois ça peut faire des réactions inflammatoires, des petits nodules. Et nous, la pomorphine, on le propose, soit parce que le patient a envie de ce traitement, soit parce qu'on sait qu'il n'est pas éligible à la stimulation cérébrale profonde, et donc, pour pallier ça, on propose ce traitement. En fait, on sait qu'à l'heure actuelle, le seul traitement. Donc maintenant, pour finir la partie sur les avancées thérapeutiques, on va vous parler de la rééducation, qui est un point clé chez les patients parkinsoniens, et on va particulièrement vous parler de la réalité virtuelle, enfin on va laisser M. Desjardins le faire, et de l'importance des nouvelles technologies pour la rééducation. En fait, on sait qu'à l'heure actuelle, le seul traitement qui a montré un effet neuroprotecteur avec Parkinson, c'est l'activité physique. On est en train de voir pour développer un tapis roulant sur lequel le patient pourrait être mis et avec des harnais pour éviter qu'il chute. Et puis avec un casque de réalité virtuelle pour lui faire, pour simuler, vous voyez, des situations de la vie quotidienne, le marché, passer un passage piéton en toute sécurité et pour le réentraîner. Donc ça c'est hyper important et je pense qu'on a des beaux jours devant nous avec la réalité virtuelle parce qu'on va pouvoir, dans des conditions optimales de sécurité à la maison ou en centre de rééducation, mimer des situations de la vie quotidienne et donc favoriser la rééducation. Donc pour conclure, comme vous l'avez compris, la maladie de Parkinson, elle est causée par principalement, de ce qu'on sait en tout cas, la dégénérescence des neurones dopaminergiques, et son mécanisme n'est pas encore totalement connu. C'est pourquoi il y a énormément de travaux de recherche qui sont déjà sur comprendre pourquoi il y a cette maladie, mais également sur la découverte de nouveaux traitements et de nouvelles techniques de diagnostic. Et les premiers résultats de ces recherches sont quand même assez prometteurs. Nous souhaitions remercier tout d'abord Madame Lebois et Madame Hou qui nous ont permis de réaliser ce projet qui était très intéressant. On voulait également remercier Madame Hupsch qui nous a permis d'avoir le contact de Monsieur Desjardins qui a permis de répondre à toutes nos questions très rapidement. Et également, nous voulons remercier Elodie qui nous a permis de mieux comprendre ce que vivaient les patients parkinsoniens. Et surtout, on voulait remercier vous de nous avoir écoutés, d'être venus à cette conférence et on espère qu'elle vous a plu.